light dans le coin des écrans. Tout ça a disparu, ça fait partie de nos vies. Le satellite est là partout. Donc, pour cet après-midi, pour parler de la façon dont le spatial a changé nos vies, change nos vies et va continuer à changer nos vies, nous avons un panel assez prestigieux, puisque j'ai à ma gauche monsieur Jean-Yves Le Gall, président du CNES, donc le CNES qui a été pionnier dans un grand nombre de domaines. Et monsieur Le Gall est aussi coordinateur interministériel pour Galileo, qui va aussi changer nos vies à sa manière. Monsieur Imtiaz Ali Khan représente l'ISRO, dont nous aurons en duplex avec Bangalore le président monsieur Khurram Khan et non, Karim Kumar, je suis désolé. Et enfin monsieur Cotier, président d'honneur du je me mélange encore dans le sigle CEPS, qui tout au long de sa carrière a travaillé pour l'industrie des satellites, pour l'industrie des télécommunications, pour le ministère de la Défense, et qui donc a une vision transverse de la situation. Je propose que nous commencions avec donc le président de l'ISRO, puisque l'Inde a eu un programme spatial extrêmement basé sur les applications et qui ont changé beaucoup de choses pour ce pays. Yeah, good afternoon, and thank you very much for this opportunity. I hope I'm clear, audio is clear. Yes. Okay. See, Dr. Le Gall, Dr. Cotier and Imtiaz and all the people who have gathered there, I thank all of you for giving me this opportunity to share the activities we are doing in India using the space technology for bringing in the benefits of space technology for the various activities in the society. As you are aware, ISRO is one organization which right from the beginning started making use of this new technology of space for the national development. We started way back in 1975 with an experiment called Satellite Instructional Television Experiment, which was the largest socio-technological experiment conducted anywhere in the world, making use of an advanced technology satellite of America, borrowed, and in about 2,400 villages of our country at a time when only 4 metro cities had the privilege of watching the television program. ISRO demonstrated to the government that it is possible to make use of the space technology and reach out to our farmers and villagers and communicate to them information about farming practices, health, and various other specific information. Since that time, we have been continuously devising mechanisms where, using the space technology, we have been able to make a difference to our society. To give you some examples, today we have geostationary satellite-based information which helps in providing information about cyclones, and in less than half an hour in time and 20 kilometers in position error, we are able to predict the landfall at least 48 to 96 hours in advance, which enables the disaster relief agencies to make sure that loss of life is not there. Compared to earlier decades, in the recent past, super cyclones have not resulted in loss of life in our country. Similarly, we have been able to bring in, based on the satellite-based observation, information to the fishermen, letting them know where they can go for fishing. And
today we have a large amount of Earth observation information which is converted into specific use by the government for monitoring, governance, and also for planning activity. For example, we are able to provide information about where to drill a bore well when you are having water shortage in some specific areas. Recently in the Karnataka state, we had severe shortage of water in some of the places, and based on the satellite information, we were able to identify the locations for drilling the bore well, and where earlier they had to supply water through tankers, now they are able to provide from a local bore well. On similar lines, we have communication and navigation information where the citizen is able to get specific information about the location, and a host of location-based services are getting into the usage. The recent central government initiative of making use of the space technology in all the departments of central government is going on with great emphasis. For example, we were able to provide for the entire Post and Telegraph department about 1.5 lakh or about 0.15 million post offices. They are all on the now database, and we are working with the postman to find out how postman along with the farmer is able to provide information about the farm, when the sowing was done, what kind of fertilizers have been put, and during the course of the crop growth cycle, additional information is brought to a central agency, and this helps in crop insurance, crop forecasting activities. So in this manner, today, based on space technology, we have about 35 satellites which provide the space technology based input for governance activities and also reaching out to the citizens of our country. Thank you very much, Dr. Kiran Kumar. It's really difficult to speak after you, because how much can we change lives more than saving lives? So, Monsieur Le Gall, le CNES a aussi été à l'origine de grandes avancées à ce niveau-là, en proposant, donc dans la fin des années 60, le programme Météosat avant qu'il soit européanisé. Comment le CNES continue dans cette voie? Yeah, merci. First of all, I want to greet Dr. Kiran Kumar, because as you know, we have a very strong cooperation with India, and we are developing quite interesting satellites together, and thank you for having accepted to participate into this forum. Sorry, but I'm going to switch to French. Comment l'espace a changé nos vies? Ben, si on regarde un peu quand même le début de la conquête spatiale, on voit que l'espace avait une double caractéristique. La première, la technologie, était émerveillée, une période que peu de ceux qui sont assis ici connaissent, la fin des années 50, par le développement de la technologie, ce que faisaient les Américains, l'Union soviétique, puis après l'Europe et d'autres puissances spatiales. Et puis la deuxième signature, c'était clairement l'international. Alors un international peut-être un peu particulier, puisque c'était l'époque de la guerre froide, mais je crois que c'était vraiment les deux signatures du début de l'ère spatiale, technologie et international. Et ensuite, eh bien, les programmes se sont développés avec la science, bien sûr, qui a continué. L'homme dans l'espace, avec la course à la Lune, donc l'alunissage en 1969. Les applications sont déclinées par le biais des télécommunications, observation de la Terre, choses plus concrètes comme la navigation. En filigrane, bien sûr, les programmes spatiaux de défense qui déclinent un peu chacun de ces thèmes pour des applications à des fins de défense. Et c'est tout ceci qui nous a amenés jusqu'à l'ère que nous connaissons aujourd'hui. Et ce qui est frappant, c'est qu'en ce moment, eh bien, tout le monde s'accorde à le dire, il y a une sorte de véritable révolution
dans le secteur spatial. D'aucuns parlent de Space 4.0, de nouvelles approches. Mais ce qui me frappe, et j'ai réfléchi en préparant cette présentation, c'est qu'on est un peu back to basics, c'est-à-dire que si on doit définir ce qui est la signature de nouvel espace qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, là aussi, il y a la technologie et l'international. La technologie, parce que c'est ce qu'on appelle le New Space aux États-Unis et qui se répand un peu comme une traînée de poudre partout dans le monde, de nouvelles technologies mises en œuvre au bénéfice de l'espace avec des approches nouvelles. Je ne vais pas entrer dans les détails, chacun les connaît, mais on voit bien que le secteur spatial est en train d'être de nouveau à la pointe de la technologie, comme peut-être il avait un peu perdu l'habitude de l'être. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'international, dans la mesure où on voit qu'il y a un peu un nouvel ordre spatial qui est en train de s'établir, et le fait que le docteur Kiran Kumar soit en direct avec nous aujourd'hui montre justement la montée en puissance de pays comme l'Inde ou la Chine, qui étaient peut-être moins présents auparavant. Le plaisir et l'honneur d'accueillir l'année dernière au Centre spatial de Toulouse du CNES le Premier ministre indien, M. Modi, qui nous a expliqué que l'Inde avait mis une sonde martienne en orbite autour de Mars, Mangalyaan, pour moins cher que le budget du film Gravity, puisque dans un cas c'est 60 millions de dollars, dans l'autre 70. Certes, pour 60 millions de dollars, vous n'avez pas Sandra Bullock ou George Clooney, mais vous avez des images de Mars. On voit la montée en puissance, donc un nouveau ordre mondial. De la même façon, les pays émergents, on parle des Indiens qui sont allés autour de Mars dans quelques années, pas si loin que ça, en 2021. Nos amis des Émirats auront, si tout va bien, la sonde Hope autour de Mars. Et donc on voit que là aussi, eh bien, technologie et internationale s'appliquent à ce nouvel espace avec bien sûr des applications, mais des applications qu'on n'inventait pas forcément. Comme vous le dites, il n'y a pas si longtemps, on attendait la cassette avec le déroulé du match. Aujourd'hui, on regarde le match sur son smartphone. Bon, parfait. Avec des programmes scientifiques toujours plus ambitieux, et en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, on a ces programmes qui font rêver. Et puis très probablement avec l'homme dans l'espace qui va revenir sur le devant de la scène. Alors c'est vrai que nous avons la station qui est en orbite, mais c'est vrai qu'on voit que la mission habitée vers Mars, eh bien, au cours des derniers mois, connu des développements. Et quand on parle de la mission habitée vers Mars, il y a 6 mois, on visait l'horizon 2030-2040. Aujourd'hui, on voit que plus on avance, habituellement quand on avance, l'horizon recule. Mais là, quand on avance, l'horizon martien se rapproche parce qu'on nous parle d'une mission habitée vers Mars en 2025. J'ai accueilli la semaine dernière Charlie Bolden au conseil de l'ESA. Il parlait avant 2030. Donc on voit que ça devient une réalité. Et c'est finalement cela qui fait que le spatial aujourd'hui est beaucoup plus sur le devant de la scène que ce qu'il était il y a encore quelques années, parce qu'il y a un regain d'intérêt, parce que finalement tout ce qui avait été fait était très utile, mais sans être péjoratif, était peut-être un peu ennuyeux. Aujourd'hui, de plus en plus, l'espace, c'est comme on dit, breaking news. Donc il y a des nouveautés dans le domaine des lanceurs, dans le domaine des applications, dans le domaine de la science, avoir le succès planétaire de Rosetta et de Philae, dans le domaine de l'homme dans l'espace avec cette mission martienne qui est en train de devenir une réalité. Je pense que c'est très bien pour tout ce secteur. Merci Monsieur Legal. Monsieur Cottier, vous qui avez donc une vision de l'intérieur de l'industrie, puis c'est-à-dire de l'extérieur de l'industrie, est-ce que vous pouvez nous présenter votre vision sur comment l'espace a changé nos vies? Je vais essayer, en précisant d'abord que j'ai pris l'intitulé à la lettre, c'est comment l'espace transforme-t-il notre quotidien, c'est-à-dire au présent, et c'est parfait parce que ça va être complémentaire de ce qui vient d'être dit. Comment il le transforme au quotidien. J'allais dire, autrefois au catéchisme, on disait que la suprême habileté du démon, c'est d'être arrivé à faire croire qu'il n'existait pas. Mais l'espace, c'est un peu ça, c'est-à-dire l'espace, il est partout, il est pervasif, comme on dit en anglais, et on ne sait pas s'il est là, s'il n'est pas là,
Mais le fait est que si on prend la contraposée, c'est-à-dire que si on coupe toute activité spatiale pendant 48 heures, on tombe dans un chaos gigantesque de nos sociétés. Il n'y a plus de système de navigation, bien évidemment, il n'y a plus de système de logistique, il n'y a plus de système bancaire. Je rappelle que la précision des échanges bancaires entre Londres et Tokyo se fait au millionième de seconde près grâce à des horloges atomiques sur des satellites placés aux bons endroits. Plus de télécommunications, plus d'Euro 2016. Donc un chaos assez épouvantable que le Pentagone avait essayé de quantifier, mais c'était dans le cadre d'une attaque, comme on dit, hybride, c'est-à-dire on attaque sur l'Internet par la cyberdéfense et on coupe l'espace en même temps. Et là, la question posée, c'était au bout de combien de jours redescendons à l'âge de pierre où on s'entretue pour une bouteille de lait, on n'a plus d'argent puisqu'il n'y a plus de distributeur de billets, etc. etc. Et la période est en dessous de 30 jours. Donc voilà, si on fait 30 jours sans espace, on revient très très en arrière. Ceci étant dit, hormis ce commentaire sur cet aspect, encore une expression britannique, mais hand in glove, c'est-à-dire l'espace, c'est la main qui est dans beaucoup de nos activités. On essaie de se souvenir qu'il y a un triptyque des activités spatiales qui est apparu à l'origine, on va dire, entre les communications, l'observation, et puis un peu plus tard la navigation, la localisation. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que les lignes entre ces trois éléments du triptyque sont en train de s'estomper. À savoir que du côté des communications, ce qui apparaît de manière vraiment flagrante par rapport au système terrestre, c'est quelque chose de tout bête, mais il faut quand même le dire, c'est la capacité de diffusion, c'est-à-dire quand on diffuse n'importe où, vers n'importe qui, pour qu'on ait la portée, mais il n'y a pas besoin de trajectoire prédéfinie ou matérielle. Les constellations de télécommunications qui sont en train d'apparaître, le plus connu d'entre elles étant OneWeb, vont encore décupler cet effet-là, cette capacité d'atteindre voix, données, Internet, etc., le plus de gens possible, en le moins de temps possible, et de la manière la plus étendue possible. Alors, sur l'observation, deuxième volet du triptyque, je pourrais rentrer, mais je ne veux pas le faire, dans la liste on parle aujourd'hui de centaines d'applications qui existent, que le directeur général du ISRO a cité parmi les plus importantes, qui vont de la défense à l'agriculture, contrôle des pêches, mais encore une fois, je ne vais pas faire le listing exhaustif, mais simplement faire la remarque que dans la réforme que M. Le Gall a conduit du CNES, récente réforme d'adaptation des structures au changement du milieu spatial, on note qu'il y a eu la création d'une direction qui s'appelle la DIA, le I étant comme innovation et le A comme application. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a eu un paradigme qui a shifté, c'est-à-dire l'innovation n'est pas purement technologique pour être distribuée, mais elle peut venir en fonction des applications qu'on a identifiées et adapter l'innovation en fonction. C'est ce qu'on voit dans le Space 4.0 par exemple. Sur le troisième volet, la navigation et la localisation, je pense que tout le monde dans la salle doit être effrayé de voir comment plus aucun chauffeur de taxi ne sait où se trouve une rue dans Paris. On a beau lui dire, mais vous voyez, vous allez tout droit, c'est la première droite. Il dit, non, mon GPS me dit autre chose. Donc, on a déjà vécu, notre génération, la suppression de l'apparition de la calculatrice, la suppression de la règle à calcul, l'apparition de la calculatrice, qui fait qu'aujourd'hui, les plus diplômés des ingénieurs ont un mal fou à calculer de tête ou même sur un bout de papier. La calculatrice est devenue quasiment indispensable. De la même manière, donc, le GPS est en train de devenir indispensable. Et ça peut être, on verra tout à l'heure dans une seconde, ça peut être dangereux parce que l'espace n'est pas tout quand même, c'est pas la panacée. Si on joue tout avec tous ces œufs dans le même panier spatial, on risque peut-être d'avoir des déconvenues. Alors, le cœur du problème, c'est notre quotidien. Notre quotidien, en ce moment, il est profondément bouleversé, chamboulé par des choses autres que spatiales.
ce sont les réseaux sociaux, ce sont les attaques répétées qui vont finir par porter leurs fruits contre, encore une fois j'emploie le terme britannique, mais privacy, avec comme grand prêtre Mark Zuckerberg qui nous explique qu'au XXIe siècle, la notion même de privacy n'existe plus, on a changé de période, aujourd'hui toutes les données sont accessibles et il n'y a pas lieu d'avoir de cacher ou de protéger les données. Ça, c'est sa vision du monde en tout cas. Et là-dessus, dans cette société, nos sociétés occidentales, pas simplement occidentales d'ailleurs, qui sont pleines révolution sociétale du fait de ces activités de réseaux sociaux et autres, il y a l'espace qui arrive par-dessus, mais pas d'une manière flagrante non plus. Il arrive, comme je le disais tout à l'heure, de manière peut-être insinuée, pour renforcer, faire vraiment le double coup, le deuxième clou dans le coffin de ce changement sociétal qui est dû aux réseaux sociaux. Juste encore un exemple de taxi. Uber. Uber marche avec le GPS, comme je le disais tout à l'heure. Le chauffeur ne sait même pas où sont les rues. Vous recevez votre reçu Uber dans l'heure qui suit sur Internet. On voit exactement d'où vous êtes parti, exactement où vous êtes arrêté, à quelle heure, à la minute près. Alors on pourrait dire, ça y est, si on continue comme ça, c'est Big Brother, mais c'est quand même autre chose que ce qu'on a connu il y a encore 2 ans, où on vous donnait un papier vaguement rédigé avec le montant et la course. Là, c'est vrai que c'est un progrès, vous gagnez beaucoup de temps, mais vous perdez en discrétion personnelle. Bon, alors je voudrais parler des aspects positifs quand même, parce que j'ai un peu plutôt souligné les aspects risqués au sein de notre quotidien. Comme le disait Jean-Yves tout à l'heure, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un renouveau d'appétit pour l'espace qui était presque pas anticipé. On a passé des années à faire des colloques comme celui-ci où on disait qu'il faudrait quand même qu'on fasse rêver nos ingénieurs pour qu'ils viennent vers l'espace parce qu'on cherche des talents et il n'y en a pas suffisamment, ils préfèrent aller dans d'autres domaines que l'espace. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que suite à des grands gourous comme Elon Musk ou d'autres, de nombreux ingénieurs s'orientent vers l'espace, de nombreux venture capitalistes financent l'espace, de nombreuses startups se créent dans le domaine spatial et faut savoir que dans la Silicon Valley, c'est mieux d'investir dans une startup spatiale que d'investir dans une startup informatique. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais il y a eu le changement. Qu'est-ce qu'on voit se développer aussi? Énormément de liens entre les agences comme la NASA, comme le CNES et probablement comme ISRO, que je connais moins, avec les universités. C'est-à-dire que là où il y avait un monde qui travaillait et qui absorbait des ingénieurs pour en faire des membres des grandes agences, là, il y a des coopérations qu'on voit. Alors, il y en a 2 auxquelles je pense. Il y a ces coopérations établies par le CNES avec Toulouse, Montpellier et puis probablement Grenoble, grâce à Madame Fioraso, mais il y a également la NASA avec Caltech et le MIT qui va lancer des CubeSats, en l'occurrence il s'appelle KitCube. Alors là c'était assez rigolo parce que ça coûte 100 000 € à fabriquer, ça va orbiter autour de la Lune et ça va communiquer par rayon laser avec la Terre, et c'est financé par financement collectif, crowdfunding. Bon, il y aura toujours des grincheux, hein, ils sont encore là, hein, qui diront on va quand même pas développer des satellites dans un garage. Mais il y aura toujours les grands satellites traditionnels, mais il y aura aussi les satellites 4.0, pour reprendre l'expression tout à l'heure. Donc, pour conclure, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a le retour du rêve. L'espace, c'était un petit peu ankylosé. Et il avait eu son explosion avec la conquête de la Lune. Et puis après, c'est devenu une belle endormie. Et ça se voit très nettement, et je terminerai avec ça, ça se voit très nettement avec la filmographie. Je reprends un peu ce que disait Jean-Yves tout à l'heure. Il y a eu un 2001 Odyssée de l'espace, qui est un véritable chef-d'œuvre et un appel à l'esprit de conquête de l'espace.
Puis après, il y a eu un dévoiement complet avec Star Wars et Alien, où ça relève plus des guerres médiévales que du monde spatial. Et là, qu'est-ce qu'on voit revenir? Gravity, mais Galactica, mais Seul sur Mars, tous ces films qui drainent des grands budgets et qui drainent aussi du rêve, en tout cas dans l'inconscient de la nouvelle génération d'ingénieurs ou de décideurs. L'espace est redevenu quelque chose de terriblement attractif. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dans tout ce que nous venons de dire, il devient extrêmement visible que l'espace, ou du moins l'infrastructure spatiale, joue un rôle essentiel dans nos sociétés. Je voudrais faire peut-être l'avocat du diable. Est-ce que cette façon d'utiliser le spatial à outrance n'amène pas une certaine fragilité justement dans nos sociétés, fragilité à des attaques, à des pannes, par exemple pour l'Inde où vraiment l'infrastructure est vitale. In India, the space infrastructure is really vital to your economy, to your everyday life. How do you deal with the fragility of the system? With what you make is very clear that as the technology evolves and as the technology changes, you start getting adapted to it, and it also starts becoming almost all-pervasive. Then in case you get into problems, how to deal with that becomes an issue. Like Cotier pointed out, for example, when Pentagon was asked to look at what happens if there's no space activity available. So the issue is we cannot afford to have space technology not supporting the requirements of the country. So we definitely have to find ways and means of providing adequate alternatives, redundancies, and ensuring that the essential services which you are deriving from space will continue. Because the space itself is like a new frontier, and then with this frontier you start developing more and more things. So there is no way you can go back today and say that, okay, in case there is no space infrastructure supporting us, how will we survive? It's not an option anymore. Thank you very much. Côté européen, comment est-ce qu'on peut gérer donc ce besoin de redondance, de protection du système? Je ne sais pas s'il y a un besoin de redondance, parce que le système il est auto-redondé. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de panne totale parce que tous les satellites sont tombés en panne en même temps. Il y a une très grande diversité de satellites, le système est interpénétré. Alors bien sûr, après on peut penser toujours à des attaques, à des choses totalement excessives, mais aujourd'hui on voit qu'avec quelques dizaines, quelques centaines de satellites opérationnels qui couvrent tous les besoins dont on a besoin, s'il y en a un qui tombe en panne, il y en a un autre qui prend le relais et le système fonctionne. On a un réseau, c'est un peu comme on a un réseau pour l'énergie. Alors de temps en temps il y a un breakdown qui plonge New York dans le noir pendant toute une soirée. Il peut y avoir peut-être un jour des problèmes sur les satellites, mais globalement, je pense que plus il y en a, plus il y a de satellites avec des applications différentes, avec des propriétaires différents, avec des technologies différentes, plus ça rend le système robuste. Oui, je pense que la question était aussi de dire s'il fallait mettre tous les œufs dans le même panier. En fait, si on regarde simplement la question des satellites, il y a eu, plutôt dans les années 80-90, une course, et je pense, je parle sous ton contrôle, je pense que c'est les satellites qui l'ont gagné, mais dans les liaisons point-à-point transatlantiques entre le câble et le satellite. Et dès que le satellite semblait l'emporter, on avait des capacités de débit sur les câbles qui devenaient tout de suite supérieures. Et c'était moi j'ai vécu dans un groupe de haute technologie où on ne savait pas qui allait gagner in fine, sachant que le groupe en question était très pro-satellite. Mais il avait peur que les satellites finissent par plus coûter grand-chose, satellites de télécom point à point, hein, je suis très précis, parce que les câbles feraient mieux. Bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelque chose d'unique
dans l'espace, dans le télécom, c'est la diffusion. Ça, il n'y a aucun système terrestre qui peut le faire, de manière aussi efficace en tout cas. Deuxième volet de fragilité, alors lui je le trouve beaucoup plus perturbant, et puis si vous faites attention, on en parle de plus en plus, pas d'une manière encore formalisée, mais on entend de plus en plus parler, ce sont les débris. Les débris qui commencent à devenir très préoccupants à partir de 1 cm3 de taille. Et il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers, qui peuvent poser des problèmes. Là, je suis très gêné de parler en présence de Jean-Yves sur ces sujets-là, mais il paraît que quelquefois on retarde ou on avance un lancement parce qu'on a trop peur qu'il y ait le machin qui passe au mauvais moment et qui percute le lanceur, lui causant quelques tracas. Ce que je sais, c'est que pour les satellites d'observation, notamment militaires, c'est quelque chose qui est très très sérieusement pris en considération. Pour ceux qui ne voient pas ce dont je voulais parler, dans Gravity, George Clooney en est la victime. Il y a du space junk qui arrive, venu de nulle part, sauf que c'est un peu imagé, il n'arrive pas à cette vitesse-là. Mais il va y avoir quand même, sur la question spatiale, avec des constellations de 600 satellites pour OneWeb ou de 4000 satellites pour SpaceX, la question de savoir si l'espace a suffisamment de place et si ça n'induit pas une fragilité que de jouer uniquement la carte spatiale. Et je termine par le troisième point qui est mon grand favori, parce que c'est celui qui avait déclaré le ministre de la Défense américain au début de l'année, c'est que le GPS rend des services militaires à l'origine et civils, dont on parlait encore tout à l'heure avec les taxis et Uber, mais vu des militaires qui payent tout, les lancements, les satellites, l'opération, etc., les militaires américains, l'US Air Force, c'est très très cher pour un service rendu qui n'est pas si bon que cela. En Afghanistan, ça ne marchait pas, c'est très facilement brouillable, et je ne sais plus quel est le troisième argumentaire, donc ils ont lancé toute une initiative pour que le célèbre GPS, à terme, c'est-à-dire sous 15 ans, ne soit plus spatial, mais qui s'appelle GPS of Things, composé donc de microcapteurs, accéléromètres, gyros, ce qu'on appelle des MEMS, placés donc dans l'interconnexion de tous les objets, avec un dialogue entre les objets. Tiens, toi, je me suis recalé il y a 3/4 d'heure, passe-moi tes données parce que moi les miennes sont vieilles de 3 heures. Ce qui fait que, in fine, on arrive à avoir un positionnement beaucoup moins cher, beaucoup plus efficace et beaucoup moins brouillable pour la partie militaire. Y a-t-il des questions dans la salle? Maybe for ISRO, I don't know if the President is still listening to us, but for ISRO, you've got a launch coming in a few hours, I think. Want to tell us something about that? And you had a launch on Ariane scheduled for a couple weeks from now, but that won't happen because of a problem on another satellite. So you might want to tell us about that too. Okay, so we have a launch coming up tomorrow morning, 9:26, and we are launching one of our Earth observation satellites, which will provide us cartographic information, and along with that, we have a number of other smaller satellites which is going up, 2 of them from our universities, one Satyabama University and another Pune University, and apart from that, we are also carrying 17 small satellites in this. There will be a total of 20 satellites which will be going up tomorrow morning at 9:26 Indian Standard Time. So we are getting ready for that, and I am in our spaceport of India, Sriharikota, and I had the wonderful opportunity to interact with you people today. D'autres questions? Yeah, just a minute. Good afternoon, everybody. I think there was another question regarding the launch that was scheduled on Ariane space vehicle. So that was a communication satellite, and unfortunately our co-passenger during their shipment, they had a few issues with the satellite. And as it stands now, we see a postponement of something like 2 months for the launch. Yeah. Thank you.
Antoine Mathieu, étudiant à l'ISA d'Assas. Ma question s'adresse à Monsieur Le Gall et au Dr Kiran Kumar. On parle beaucoup d'une menace émergente qui est l'arsenalisation de l'espace, la création de missiles antisatellites, de lasers et autres choses. Est-ce que vous jugez utile de vous en prémunir et le cas échéant comment? On parle beaucoup de choses. Bon, il y a des programmes spatiaux militaires. Ensuite, les armes dont vous parlez peuplent plus quand même la littérature de science-fiction que la réalité. Si on revient tout à l'heure au sujet sur les débris, on voit que quand même une partie importante des débris qui ont été créés dans l'espace l'ont été par une expérience en vraie grandeur de collision de deux satellites. Bon, depuis, je crois que la plupart des nations se sont assagies. Aujourd'hui, on fait très attention à ne pas créer de débris. De la même façon, les différentes armes dont vous parlez, je crois que faudra quand même très longtemps avant, et c'est une chance, avant qu'elles deviennent une réalité. Aujourd'hui, il y a des satellites militaires d'observation, télécommunications protégées, d'écoute, puis ensuite on entre dans le domaine de l'imagination. Et je pense que ça restera encore le cas pour un certain temps. Je ne suis pas un grand expert en la matière. On imagine ce qu'on peut faire. Ce qu'on observe, c'est que ça n'a pas souvent eu lieu. Autre question? Bertrand Pastré, je voulais demander, on parlait des débris tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des programmes pour pouvoir nettoyer en fait l'espace? Non, là encore. L'image d'Épinal du grand filet qui va nettoyer les orbites, je crois qu'il faut laisser ça à Spiderman. Non, mais c'est un fait. La réalité, c'est que si on ne veut pas qu'il y ait de débris, eh bien, il ne faut pas en créer. Alors, il y a bien sûr le syndrome de Kessler, qui est l'introduction du film Gravity. Il se trouve que nous avons organisé au CNES, il y a 2 semaines, un colloque sur les débris. Justement, M. Kessler était là, bon, j'en ai parlé avec lui, il est le premier à dire que ce syndrome où il y a des satellites qui commencent à se télescoper, qui créent des débris, et puis qui, par un phénomène divergent, ces débris impactent d'autres satellites, ça crée encore plus de débris. C'est un syndrome dont la probabilité est quand même infime. Aujourd'hui, je crois que les gens font attention parce que les missions sont propres, entre guillemets. Il y a 20 ans, lorsque un lanceur mettait en orbite un satellite, il y avait des boulons explosifs, des choses comme ça qui créaient des micro-débris. Aujourd'hui, il y a des sangles qui ne font pas de débris. Les sangles sont rattachées à l'étage supérieur. En France, nous avons été précurseurs avec la loi sur les opérations spatiales qui oblige à désorbiter les étages supérieurs une fois qu'on s'en est servi. Donc nous avons la capacité de le faire avec les étages de Soyouz que nous lançons depuis la Guyane. Ariane bientôt aura un étage supérieur rallumable et là aussi on désorbitera. Et c'est un mouvement qui se répand dans le monde entier. De la même façon, le déploiement des méga-constellations de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers de satellites. Aujourd'hui, le sujet majeur, bon, au-delà des problèmes techniques et autres qui trouveront une solution, mais le sujet majeur, c'est qu'est-ce qu'on fait des satellites en fin de durée de vie, parce que si on met 600 ou 4000 satellites en orbite, tôt ou tard, ces satellites s'arrêteront de vivre, et à ce moment-là, il faut savoir ce qu'on fait, étant entendu que la solution où on les laisse en orbite n'est pas une solution, donc il faut avoir une capacité de les désorbiter. Mais c'est vraiment un sujet dont je crois tous les professionnels de l'espace sont convaincus, sur lequel on travaille. C'est une prise de conscience qui est peut-être un peu récente, mais c'est une prise de conscience qui est vraiment effective. Autre question? Ah, moi j'en ai une. Donc on a parlé tout à l'heure de l'aspect invisible du spatial parallèle à son omniprésence. Dans ces conditions, comment est-ce qu'on fait pour convaincre les pouvoirs politiques de les financer? Le spatial est en partie invisible, en partie il ne l'est pas. Je crois que c'est une réalité, c'est connu d'ailleurs. Je pense que l'atterrissage réussi
de Philae sur Rosetta le 12 novembre 2014 n'a pas été étranger au succès de la réunion des ministres européens qui avait lieu le 13 novembre à Cologne et qui ensuite a ouvert le chemin au succès de la réunion formelle qui a eu lieu le 2 décembre au Luxembourg. Donc il faut avoir du spatial visible, et du spatial visible, moi je le dis aux gens qui réfléchissent au programme scientifique à long terme, du spatial visible appréhendable par le grand public. On envoie un satellite qui fait des expériences phénoménales de magnétosphère ou de choses comme ça. Le grand public, il ne comprend pas ce que c'est. En revanche, on met une webcam sur le satellite, il fait des images superbes de ce qu'il voit, tout le monde le comprend. Philae n'aurait pas fait d'image du noyau de la comète, on serait passé totalement à côté, pourtant on aurait découvert des tas de résultats intéressants sur la composition chimique de la comète, son champ magnétique, des choses comme ça, mais s'il n'y a rien qu'on voit, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir du spatial visible. Pourquoi y a-t-il un tel engouement pour des lanceurs un peu différents en ce moment? C'est parce qu'à la télévision, on ouvre le journal télévisé en disant « Regardez, le film n'est pas passé à l'envers, mais la fusée est montée, elle est redescendue. » Voilà. Tout le monde le voit, tout le monde en parle, et à partir de là, il y a un engouement. Et tout à l'heure, Philippe parlait de cette sorte de connexion entre la réalité du spatial et Hollywood, de même Bollywood, puisque je comprends que Bollywood s'intéresse de très près à l'espace et va faire l'équivalent aussi d'un film consacré au spatial. Eh bien, si le spatial, d'une certaine façon, peut être mis en scène par Hollywood, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on parle de la vie quotidienne et ça intéresse tout le monde. Si c'est une discipline réservée à quelques scientifiques éthérés, on a besoin de scientifiques éthérés, mais si ça ne concerne qu'eux, eh bien ça n'a pas d'avenir parce que ça n'intéresse personne. Alors je me permets de rebondir parce que ça correspond à ce qui a été dit tout à l'heure par Madame Fioraso. Le problème dans ce que je viens d'entendre, c'est Hollywood. Puisque finalement, le spatial en Europe, pour le commun des mortels, ça n'existe quasiment pas, puisque ce n'est pas dans l'imaginaire collectif. Ça n'existe pas quasiment pas. Vous n'étiez quand même pas sur la planète Mars en novembre 2014. Vous n'avez pas pu ne pas voir l'atterrissage de Philae. C'est le sujet dont on a parlé au point que la NASA a dû mettre sur son site web pour les félicitations, écrivez à l'ESA, ce n'est pas la NASA. Donc tout le monde a envoyé des félicitations pour Philae. Aujourd'hui, le spatial existe. En Europe, on en parle. On en parle, je trouve, beaucoup. Si on fait le ratio sur les budgets disponibles par rapport au budget américain, finalement, on a un budget 6 fois inférieur en Europe. Je trouve qu'on parle plus que de 6 fois moins du spatial par rapport à ce qu'on en parle aux États-Unis. Il y a la partie homme dans l'espace qui aujourd'hui n'existe pas. Bon, il y a quelques personnes qui font beaucoup de bruit médiatique aux États-Unis, notamment sur les lanceurs, bon, c'est un fait, mais je crois qu'en Europe, on se défend pas mal. Alors on peut toujours s'améliorer, mais ensuite, il faut savoir avoir quelque chose à vendre. Vous savez, pour faire de l'espace, si on est bon, on n'a pas besoin d'agence de communication. Quoi que vous présentiez, vous avez immédiatement un engouement général des journalistes qui viennent vous demander ce que vous faites. Ensuite, c'est vrai qu'il faut faire des choses. Philae, on n'a pas eu besoin de vendre les images de Philae. Les gens se battaient pour les avoir. Des choses un peu plus ardues ou un peu moins visibles, c'est plus compliqué. Voilà. Une question dans la salle? Donc, je voulais juste rajouter sur le voyage sur Mars, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était quelque chose qui paraissait très lointain et finalement peu crédible. Là, il y a effectivement un basculement très très net, double. Il y a la NASA donc, qui est venue présenter où elle en était il y a très peu de temps en France, et ils en parlent comme si c'était demain, quoi. Ils en parlent. Et avec ce qui m'a frappé, j'étais à Colorado Springs au mois d'avril, il y a eu 2 temps forts à Colorado Springs. L'exposé de Jeff Bezos qui expliquait que l'enjeu c'était l'abaissement du coût de l'accès à l'espace et que c'était vraiment quelque chose de très important. Et
Le deuxième temps fort, c'était Journey to Mars de la NASA qui expliquait que parce que le coût de l'accès à l'espace allait baisser, on allait pouvoir envoyer des vaisseaux sur Mars, ce qui n'était pas d'une taille qui n'était pas possible auparavant. Et c'est d'ailleurs la même démarche que celle qu'on voit en Inde, où avec du spatial qui quand même coûte beaucoup moins cher, l'Inde a envoyé pour 60 millions de dollars, il faut le dire, une sonde en orbite de Mars. Et ça, c'est quand même très impressionnant. Et on voit bien que la mission vers Mars, on a changé de décennie. Il y a 6 mois, on était entre 2050 et puis ça descendait 2040, 2050 ou la fin des années 30. Des années 2030. La fin des années 30, c'était les années folles. Mais là, on est passé dans la décennie 2020 et là aussi avec un curseur. Donc la NASA dit 2029, d'autres gens disent 2022. Mais on sent que ça approche. Il y en a qui raisonnent en relatif, c'est Elon Musk qui doit bien avoir 43 ans et qui dit qu'il veut, lui, personnellement, aller sur Mars. Donc ça donne aussi une échelle de temps. Et puis il y a l'anecdote où il reçoit la visite du président de la République à Mountain View qui lui dit « Alors vous faites des lanceurs ?» Il dit « Non, oui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que tu veux venir avec moi sur Mars ?» qui est quand même son obsession. Oui, mais le président de la République a montré à cette occasion, j'y étais, qu'il avait un grand sens politique, parce que la plupart des gens qui étaient là se sont esclaffés à la réponse d'Elon Musk. Le président m'a dit, faites attention, il sait ce qu'il dit, il est dangereux. Bien, donc nous avons commencé à voir comment comment l'espace allait changer notre vie sur Terre. Maintenant, on en est à comment il pourrait changer notre vie sur Mars. Je vous donne rendez-vous donc au prochain Paris Air Forum pour voir où est-ce qu'on ira après. Oui, bon, je crois que l'objectif c'est un jour de le faire sur Mars, plutôt que la maison de la chimie, ça serait pas mal. Merci beaucoup.